je suis Betty Hanen, directrice Data and Tech pour Google Marketing Platform en France. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer un thème d'actualité et particulièrement passionnant. Comment une grande entreprise du secteur du tourisme a réussi à adapter sa transformation digitale et sa politique d'innovation pour gérer la crise et préparer la reprise. Et pour cette discussion, j'ai le plaisir d'être avec Alix Boulnois. Bonjour Alix. Bonjour Betty, merci de m'avoir invitée. C'est le plaisir est partagé. Alix, tu viens récemment d'être nommée Chief Digital Factory Officer pour le groupe Accor. Tu es membre du COMEX et tu as en responsabilité l'innovation, le digital, l'ingénierie et son déploiement. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On se sent très chanceux. C'est un plaisir partagé. Vraiment, merci d'avoir pensé à moi. Et en plus, tu nous accueilles dans les locaux d'Accor, donc merci. Pour cette discussion, je pense qu'il est intéressant pour nous peut-être de revoir un peu de contexte pour bien comprendre un peu de quoi on va parler. L'industrie hôtelière a connu en 2020 une crise particulièrement importante. Je crois que si on regarde quelques données pour en comprendre l'amplitude, l'Organisation mondiale du tourisme nous rappelle que seulement 2% des pays dans le monde n'ont pas eu de restrictions quant à l'accès à leur territoire. C'est très peu. Et du coup, le voyage a été totalement suspendu. Et ça se ressent dans plein de données. Par exemple, les investissements directs étrangers dans le tourisme se sont totalement effondrés. À peu près 70%, ce qui est énorme. Et ça a aussi eu un impact évidemment sur le nombre de voyageurs qui s'est effondré à peu près dans les mêmes proportions, 70%. Côté Google, c'est un choc que nous avons également pu observer sur notre moteur de recherche. Pour la première fois depuis la création du moteur de recherche, nous avons vu le volume total de requêtes autour du tourisme, autour du voyage, diminuer. C'était la première fois. Et diminuer dans des proportions très significatives. Là, je parle d'une baisse d'à peu près 80%. Donc on imagine sans mal que ce choc, vous l'avez aussi perçu au niveau du groupe Accor. Et ma première question pour toi, Alix, c'est de savoir, finalement, au niveau du groupe, comment vous avez peut-être absorbé cette information, comment vous avez réagi, et même toi, à titre personnel, comment cela t'a peut-être marqué? Oui, alors ce que tu décris, on l'a vécu complètement chez Accor. Je me rappelle le premier confinement où on avait à peu près 2/3 de nos hôtels fermés. Tu l'as dit, c'est à peu près 1 milliard de voyageurs en moins sur l'année 2020, donc c'était pas neutre. Et même aujourd'hui, on va en parler des différentes étapes de la crise, mais aujourd'hui, on reste encore à des niveaux de business comme on n'a jamais vu auparavant, donc on n'est pas du tout revenu au niveau de pré-crise. Donc forcément, c'était un choc. Moi, je me remémore encore quand c'est arrivé. C'est arrivé en Chine fin 2019, mais je crois qu'on a regardé tout ça un petit peu de manière distante. Et c'est vraiment arrivé en Europe courant mars, et notamment l'annonce du premier confinement en France. Je pense que ça a marqué symboliquement cette crise. C'était une crise qui était soudaine. On ne s'y était pas préparé, pour être très honnête. C'était une crise qui comportait beaucoup d'incertitudes. Et ça, on va aussi pouvoir en reparler par la suite, comment on a navigué cette incertitude, ce manque de visibilité. Et puis au-delà de la crise business, c'était une crise aussi pour l'humain, puisqu'on s'est retrouvé à mettre l'intégralité des collaborateurs à travailler de chez eux, une grosse partie au chômage partiel, une partie voilà, à qui on n'était même pas capable de donner des réponses sur quand ils pourraient revenir au travail. Donc voilà, une crise multifacette comme on ne l'avait jamais vécue. Ça, c'est le côté un peu négatif. Puis on va y revenir, je pense, dans la discussion, mais il y a eu aussi beaucoup de choses positives qui en sont ressorties dans les réactions que le groupe a su montrer, que les individus, les employés ont su montrer, et qui fait que Accor va sortir différent de cette crise et je pense fondamentalement renforcé. Je comprends, et ça c'est ce qu'on va analyser effectivement. Peut-être que tu peux nous dire, pendant le premier confinement, je suppose que les comportements et les attentes des utilisateurs ont totalement changé. On a fait un 360. Est-ce que tu peux me dire quelles mesures concrètes vous avez peut-être pu prendre au niveau du groupe, par exemple sur la sécurité, pour répondre à cette nouvelle attente et gérer la crise dans l'immédiat? Oui. Alors tu parles de la sécurité, c'est vrai que ce qu'on a vu émerger de la part des clients, c'est un énorme besoin de réassurance. Réassurance sur toutes ses dimensions, mais d'abord réassurance sanitaire. Donc tu l'as peut-être vu, mais on a beaucoup investi dans des normes sanitaires et de sécurité dans nos hôtels. Aujourd'hui, on a 96% de nos hôtels qui ont un process qu'on appelle All Safe, qui est en fait un process qu'on a développé avec des normes très strictes pour les hôtels à respecter pour garantir voilà, toutes ces normes sanitaires. Dans tous les hôtels? On est à 96%, donc on n'y est pas à 100, mais presque. Ouais. Voilà, c'est un bel accomplissement et en plus, c'est arrivé très rapidement. Ça a été l'affaire de quelques mois. Tu vois, ça, c'est un exemple vraiment voilà, de normes sanitaires, mais il n'y a pas eu que ça d'un point de vue. On a beaucoup utilisé la technologie aussi pour gérer différemment nos hôtels. Je te donne un autre exemple, la distanciation dans l'hôtel. Éviter les contacts, éviter que les gens s'accumulent à la réception, etc. C'était aussi un enjeu important. Donc c'est le moment où le groupe, par exemple, a sorti tout ce qui est la clé dématérialisée, le paiement dématérialisé. On a d'ailleurs annoncé il n'y a pas longtemps notre premier hôtel à Londres qui est 100% digital.
où les gens peuvent rentrer sans passer par la réception, sortir sans y passer. Et voilà, ce genre d'innovation aussi, ça fait partie prenante en fait, de notre approche de comment on garantit une sécurité sanitaire à nos clients. En fait. C'est très clair et c'est très impressionnant. Je vois bien l'enjeu de confiance qu'il y a derrière ces dispositions. Et il y a peut-être aussi une autre dimension dont tu auras envie de nous parler. Et je vais peut-être te donner quelque chose que nous, on a observé de notre côté. En regardant encore une fois les requêtes sur le moteur de recherche, on s'est rendu compte très rapidement que les gens avaient un besoin de flexibilité. Par exemple, les requêtes sur l'annulation des vols, donc pour prendre un secteur un tout petit peu connexe au tien, mais l'annulation des vols ont été multipliées par 15 en l'espace de quelques mois. Et ça, c'était du jamais vu. Comment j'annule mon vol, politique de flexibilité, compagnie aérienne flexible, etc. etc. Est-ce que aussi sur le plan de la flexibilité, vous avez fait le même constat chez Accor et est-ce que vous avez agi là-dessus ? Alors tout à fait. Je crois d'ailleurs, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que 69% des clients, même maintenant dans la crise, attendaient que les offres hôtelières soient beaucoup plus flexibles, justement pour ne pas avoir à s'engager dans ce contexte d'incertitude. Et donc il y a eu plusieurs phases là aussi. Premier confinement, ça a été vraiment la phase des annulations de masse. Et il s'agissait pour nous de traiter ces annulations, ces remboursements ou ces émissions de bons en fait, pour des gens qui reportaient leur séjour en masse. Ça paraît tout bête, mais en fait, annuler des dizaines de milliers de réservations, rembourser les clients, etc. à l'échelle, on ne l'avait jamais fait. Et là, je suis d'ailleurs assez fière des équipes. En 3 semaines, ils ont développé une petite solution automatisée où les clients pouvaient aller directement sur le site et eux-mêmes avoir leur bon ou leur remboursement. Donc voilà, c'est des choses qu'on a fait. Et au-delà de ça, tu vois, sur les tarifs, changer nos tarifs, nos politiques tarifaires, donner plus de flexibilité d'annulation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, aussi bien sur le fond des offres, que sur même la mise en avant de cette flexibilité sur l'intégralité de nos canaux digitaux. J'imagine l'effort que ça doit être de modifier tout ça de fond en comble. Donc la confiance, la flexibilité. J'aimerais aussi aborder une troisième dimension avec toi qui est, disons, l'agilité dans le redémarrage. Parce que vous êtes un groupe international, vous avez des activités dans de nombreux pays. Or, chaque pays avait sa politique d'ouverture et de fermeture de frontières. Et moi, je me demande comment on fait pour piloter progressivement la réouverture des hôtels, savoir, ou même en termes d'investissement marketing, savoir à quel endroit on réaccélère. Alors, je me souviens qu'à l'époque, dans le cadre de notre partenariat, on avait énormément d'échanges autour des insights Google. Est-ce que tu souhaiterais nous en parler, nous dire un petit peu comment ça vous a aidé dans ce pilotage ? C'était exactement l'exemple que j'avais en tête. Je crois qu'on avait une bonne collaboration avec Google et puis il y avait Converteo aussi qui nous avait aidés. Avec les 3 parties prenantes, on avait beaucoup travaillé justement comment on utilisait les données Google pour anticiper où la reprise allait arriver, et notamment avec un certain nombre de signaux qui ne sont pas propres directement à l'hôtellerie, mais on sait que certaines catégories, certaines typologies de requêtes sont des indicateurs de la reprise future à venir dans 1, 2, 3 semaines. Et ça nous a effectivement beaucoup aidé, notamment sur le pilotage marketing, parce que dans un contexte de crise inédite où le groupe avait très peu de revenus, c'était hyper important de ne pas dépenser l'argent inutilement. Et donc anticiper et dépenser du coup l'argent pour attirer le client au bon moment. La collaboration avec Google là-dessus, elle a été top et elle a été vraiment clé. Et ça s'est vu dans le ROI des actions marketing qu'on faisait. Ce que je trouve intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que finalement, on est quasiment sur un chantier de fond. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réaction et dans la gestion de crise. Parce que finalement, là, on parle du premier confinement. Mais avec le recul, on sait aujourd'hui que ce n'était pas la fin. Au premier confinement ont succédé le deuxième et le troisième confinement. Et que j'imagine qu'avec tous ces va-et-vient, un grand groupe comme Accor a dû peut-être repenser un petit peu le processus de transformation digitale et puis peut-être engager ou accélérer des chantiers de fond. Donc tu commençais un peu sur l'angle de la data qui est vraiment très intéressant et l'importance finalement de la rentabilité de vos investissements. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner de chantiers de fond pour vous adapter ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me vient à l'esprit. On l'a annoncé déjà il y a quelques mois. Le groupe a décidé de se restructurer dans le cadre de la crise. Un plan qu'on a appelé Reset. Alors, c'est vrai que la crise, ça peut apparaître en fait comme directement lié à la crise et comme des suppressions, notamment de postes, pour faire des économies. Mais en fait, c'était bien plus profond que ça. C'était une réflexion sur notre structure de coûts, sur notre façon d'opérer. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit plus agile dans certains domaines, qu'il y avait des compétences aussi qui nous manquaient, qu'on avait besoin aussi beaucoup plus de proximité des clients en étant plus localement présent et en étant moins une entité centrale qui pilotait 110 pays à distance. Et donc on a lancé ce chantier qui s'appelle Reset, qui vise vraiment à revoir notre organisation et notre base de coûts. Donc ça, c'est un très très gros changement. L'autre changement, peut-être si on prend plus l'angle de la technologie qui peut peut-être t'intéresser, c'est cette crise, elle a nécessité quand même d'être extrêmement agile et flexible. Tous les jours, il fallait changer quelque chose sur le site, dans les politiques
de remboursement des clients, etc. Et la technologie, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, ce que je vais dire, en disant que les clients vont vers le digital et qu'il faut investir dans la technologie. Mais là, on s'est encore plus rendu compte que être à niveau sur ce niveau, cette flexibilité, cette agilité des systèmes, des équipes, c'était critique et ça n'a fait qu'accélérer un processus de transformation digitale qu'on avait commencé il y a déjà quelques années. Oui, c'est vrai, mais tous ces chantiers de refonte des architectures de données et de remise à plat de ces architectures de données pour prendre de bonnes décisions, savoir où les investissements sont efficaces, ce sont des chantiers lourds, mais vraiment critiques pour la reprise. Alors bon, la reprise, elle arrive. Là, on commence à voir le bout du tunnel à mesure que les vaccinations augmentent, les mesures de déconfinement s'annoncent et je pense que ça, c'est plein d'espoir. Est-ce que déjà, tu peux partager avec les personnes qui nous regardent quelques enseignements ? Alors les enseignements, il y en a plusieurs, mais peut-être le premier, pour faire le lien avec ce que tu disais, dans un contexte, encore une fois, de grande incertitude, de choc soudain, l'adaptabilité, elle est clé. Et en fait, pour moi, il y avait deux choses qui nous ont vraiment drivé dans cette période et qu'il faut continuer à avoir, c'est la data et le client. Oui. En fait, c'est les deux sources de vérité. Quand on ne sait pas trop où aller, faut regarder, écouter les clients, écouter où ils vont et utiliser la data comme pour piloter en fait au jour le jour. Plus la data est riche, plus on a d'insights. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut garder en fait par la suite. La crise n'a mis qu'en exergue ça, mais il faut le conserver. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, il me semble que l'année dernière, vous avez eu un changement de comportement de vos clients qui était beaucoup plus sur le web mobile qu'auparavant. Vous avez votre moment mobile. Voilà, c'était l'exemple que j'allais dire. Je ne me trompe pas. Exactement. Tu vois, par exemple, là, typiquement, une tendance de fond, mais qui s'est accentuée pendant la crise, c'était nos clients vont de plus en plus effectivement vers des canaux mobiles. Ça existait cette tendance, mais je pense qu'on l'a regardé un petit peu de loin. Oui. Et là, ça a explosé pendant la crise du Covid et c'était un enjeu business hyper important pour nous, puisque notre taux de conversion sur le site mobile il est 4 fois inférieur à celui qu'on a sur l'application ou le site desktop. Tu vois, c'est encore un bel exemple où on a travaillé avec vous, puisqu'on a fait toute une série de labs avec des clients. Donc je fais le lien entre les clients et la data, c'est un parfait exemple pour comprendre un peu mieux ce qui générait ces baisses de conversion, comment on améliorait ce canal de vente. Et d'ailleurs, avec des premiers résultats qui sont assez prometteurs. Ah, mais excellent. Ouais. Alors maintenant, on a envie de regarder l'avenir. Quels sont les futurs chantiers, ou en tout cas ce que vous êtes en train de travailler, ou ce que vous avez choisi de travailler dans les prochains mois? Là, vous allez mettre votre énergie, vos ressources, vos efforts. Ouais. Quel est le prochain chapitre, Alix? Alors, il y en a plusieurs, mais sur le fond, en fait, il y a déjà... il faut préparer la reprise. Ouais. Et avec la reprise, on a beaucoup d'atouts dans le groupe, je pense, à valoriser, notamment sur le plan digital. On a un programme de fidélité All qui est extrêmement riche et qu'il va falloir animer, continuer à te faire grandir et à être pertinent pour nos clients. On a la data qui est un très très gros chantier. On le sait, on l'a encore vu pendant la crise, on a besoin de devenir encore meilleur dans la data. Je le dis d'autant plus qu'on a un chantier un peu connexe autour de la personnalisation et la contextualisation. Et ça ne se fera pas sans de la data riche. On peut avoir les meilleurs systèmes de personnalisation du monde. Si la data n'est pas là, ça ne marchera pas. Donc avoir le bon message, la bonne offre au bon moment, au bon client, c'est un enjeu majeur qu'on a et qu'on va continuer d'attaquer. Ça, c'est plus pour les sujets un peu de fond. Sur la stratégie globale du groupe, elle ne change pas fondamentalement. Ce qu'on veut, c'est continuer d'apporter des expériences à nos clients qui vont au-delà de juste dormir dans sa chambre d'hôtel. On a encore une fois plein d'atouts dans le groupe, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'expérientiel, que ce soit ce qu'on appelle du wellness, etc. Tous nos réseaux de partenaires. Donc on va continuer vraiment à aller dans cette direction et à enrichir la proposition de valeur qu'on a pour les clients. Puis après, il y a un autre volet qui est plus, je dirais, organisationnel. Il faut qu'on continue. La Digital Factory. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Digital Factory? La Digital Factory, c'est vraiment un catalyseur de cette transformation digitale. L'idée de pousser notre agilité à un niveau encore plus élevé. Ça, c'est hyper important. On n'a pas fini notre transformation et on n'est pas encore best in class dans ce domaine. Donc ça, c'est important. C'est une direction qui se veut au service du client, je l'ai dit, le client c'est extrêmement important, donc c'est une direction qui va continuer à enrichir ses expériences. Puis ça va être aussi une des forces vives du groupe pour générer de l'innovation, toujours en partant de ses clients, mais de l'innovation qui nous permet d'approcher nos clients différemment. Dans ces chantiers de data, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, ça c'est certain. Et sur l'innovation, je trouve que c'est redoutablement intéressant de voir comment vous remodelez
votre approche de l'innovation, comment vous vous réorganisez pour remettre à chaque fois l'ouvrage et repartir à zéro. Je trouve ça très intéressant et je pense qu'on a eu aussi, nous, en 2020, un petit peu le même, si tu veux, le même challenge, hein, parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on est face à une industrie qui traverse une crise terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Comment on peut innover pour l'accompagner? Je pense que tu as dû suivre le partenariat qu'on a passé avec Atout France pour accompagner l'ensemble des professionnels du secteur, leur donner les outils digitaux utiles, leur donner les formations par les ateliers numériques. Mais bon, on est toujours à la recherche de la prochaine innovation, on est toujours à la recherche et je trouve que votre approche est vraiment intéressante. Écoute Alix, je crois que notre interview touche à sa fin. Est-ce que tu as envie de nous donner un petit mot de conclusion pour finir? Déjà, merci d'avoir pensé à moi et merci pour la discussion. Puis non, au-delà de ça, la conclusion de cette crise que j'en retire, c'est que la technologie, la data, c'est un énorme catalyseur dans cette crise. Mais plus que tout, en fait, c'est les personnes qui avaient derrière la machine, y compris vos équipes qui nous ont accompagnés. Et c'est la combinaison des deux qui a fait la différence. Et j'ai personnellement hâte de voir la suite. Eh bien, nous aussi. Merci beaucoup, Alix, pour ton temps. Bravo au groupe Accor de faire bouger les lignes comme ça constamment. Et on vous souhaite une belle saison estivale. Et puis, pour toutes les personnes qui nous ont regardés, merci de votre attention et bonne continuation. Merci Betty, merci à l'équipe Google et merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.